Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Les élus martiniquais, notamment les dirigeants de la CTM, ont proposé la tenue d'un congrès des élus, congrès prévu par la loi. Normalement, le congrès est destiné à faire des propositions sur l'évolution statutaire de la Martinique. C'est un thème qui ne vous étonnera pas. Depuis les années 50, le problème est posé de l'évolution du statut de la Martinique. Et puis au total, depuis les années 1946, eh bien, le statut de la Martinique n'a pas changé. Ça veut dire que nous avons une sacrée constance à demander des choses dont l'obtention nous importe peu. On les obtient ou on les obtient pas, mais on demande. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. Mais sachant que partout où il y a juxtaposition de deux pouvoirs indépendants, il y a conflit. C'est pour ça que Montesquieu disait « il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». Donc, tant qu'il y aura des hommes et des femmes différents qui auront sur le même territoire des pouvoirs qui se chevauchent ou bien entrent en concurrence, il y aura des gens pour dire « bon, il faut revoir, il faut changer le statut, etc. » Je rappelle qu'en 1959, il y a eu, en décembre 1959, des troubles relativement importants en Martinique et que le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement du général de Gaulle, a fait voter une loi en avril 1960 permettant aux collectivités territoriales de l'époque, c'était des conseils généraux, donc aux collectivités des départements d'outre-mer, d'émettre un avis sur les projets ou les propositions de loi qui étaient en préparation au niveau national. Donc il était possible, depuis avril 1960, de proposer des adaptations, voire des changements dans la situation statutaire de la Martinique. À ma connaissance, mais je peux me tromper, depuis avril 1960, cette possibilité n'a pas été utilisée par nos élus. À ma connaissance, si vous avez des informations contraires, je ne demande qu'à les connaître. Ce qui veut dire que des possibilités nous sont ouvertes depuis toujours et que nous ne nous sommes pas servis de ces possibilités. Alors aujourd'hui, il faudrait faire un congrès pour demander un pouvoir normatif à l'Assemblée nationale, de telle sorte qu'il y ait, compte tenu de nos spécificités, eh bien, des lois particulières adaptées à la Martinique. Je dois vous dire que ce mot de spécificité est un mot qui ne me paraît pas très fécond. À la limite, on va se demander si demain matin, les Martiniquais n'ont pas une manière spécifique de porter la fourchette à leur bouche, ou bien d'écouter de la musique, ou bien de marcher avec le pied droit et le pied gauche alternativement. Quand on ne veut pas se retrousser les manches et qu'on ne veut pas se mettre au travail pour résoudre les problèmes qui sont à votre portée, il est toujours facile de dire « nous avons une situation spécifique ». Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas très sérieux. Parce que nous avons déjà les moyens qui nous permettent de résoudre les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Alors, je n'insiste pas sur le fait que la conjoncture politique actuelle en France est une conjoncture qui ne rend pas les circonstances actuelles très favorables à l'étude en profondeur de nos problèmes soi-disant spécifiques. Bon, mais mettons
admettons que le gouvernement, un gouvernement, il y en aura peut-être un jour, si le président de la République ne démissionne pas, eh bien, un gouvernement qui va entamer encore une fois le dialogue. D'abord, il serait intéressant de se demander si le ministère qui est à la rue Oudinot, qui est un ancien ministère des colonies, mérite encore d'exister. Je suis de ceux qui pensent qu'il serait beaucoup plus efficace pour faire notamment quelques économies, de supprimer ce ministère de l'Outre-mer et de le remplacer par des correspondants dans les différents ministères. Ça aurait deux avantages. D'abord, de nous obliger à aller au fond de nos dossiers avant de les présenter à des ministères un peu plus considérés que le ministère de la rue Oudinot. Et ça aurait aussi un autre avantage de clarifier les choses et de faire en sorte que les décideurs nationaux, président de la République, Premier ministre, ministre, intègrent spontanément, dès le début de l'étude des dossiers, les considérations propres à l'outre-mer, en faisant bien prendre conscience que la France, ce n'est pas seulement ce petit bout de territoire qui est au bout de l'Europe, mais un immense territoire terrestre et maritime présent sur la planète entière. Et la France entière y gagnerait, et l'outre-mer aussi. Alors, est-ce que, mais c'est une question que vous avez vous-même posée et que tout le monde se pose de la manière la plus évidente, est-ce que si nous avons des compétences, des pouvoirs normatifs, nous allons mieux régler le problème de l'eau? Est-ce que nous allons mieux régler le problème du transport en commun? Est-ce que nous allons mieux régler le problème de l'indivision en matière de foncier? Est-ce que nous allons mieux avoir une politique de développement agricole, etc., etc. La réponse est non, et vous connaissez le raisonnement mieux que moi. Est-ce que, n'étant pas capable de résoudre les problèmes pour lesquels nous avons compétence, nous serons capables de mieux régler les problèmes dont les compétences nouvelles nous seraient attribuées? Est-ce que vous trouvez que la formation professionnelle des adultes, par exemple, ne pourrait pas être mieux organisée, mieux gérée avec les pouvoirs que nous avons aujourd'hui? Alors, donc, ce sont des questions qui sont évidentes et sur lesquelles il ne semble pas que la plupart de nos élus estiment nécessaire de réfléchir plus en avant. Encore une fois, je le dis, il y aura toujours, quelle que soit l'organisation institutionnelle, des frottements entre le pouvoir national et le pouvoir local. Il faut gérer cela, mais sans y passer trop de temps. J'aimerais pour ma part qu'on passe davantage de temps sur des problèmes tels que le chômage, tels que l'eau, ou bien le fonctionnement du CHU, ou le fonctionnement de la justice. On nous dit que la justice, ou bien la sécurité relève du régalien, relève de l'État, mais nos élus ont leur mot à dire, d'ailleurs ils le disent, et parfois avec beaucoup de compétences, sur tous ces problèmes de santé ou ces problèmes de sécurité. Alors, en réalité, nous avons aussi un problème d'honnêteté. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un certain nombre de dossiers dans lesquels les élus martiniquais ne font pas preuve de la plus totale transparence en matière d'honnêteté, notamment dans le secteur de l'eau. Il y a eu des condamnations récemment. Chez Odyssey, vous en avez entendu parler, même si la presse n'en a pas beaucoup parlé, il faut le rappeler, eh bien, il y a de la concussion, de la corruption en Martinique chez nos élus, il faut le dire. Alors, à quoi pourrait servir le congrès dont il est question qui soit réuni pendant ce mois d'octobre? Eh bien, il pourrait servir à deux choses. D'abord, depuis que la CTM a été mise en place, il y a déjà plus de 12 ans, voir quel est le bilan qu'on peut tirer de cette fusion entre le département et la région. J'ai été pour moi-même partisan et acteur de la mise en place de la collectivité territoriale de la Martinique.
Eh bien, faisons un bilan. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif avec des améliorations à apporter? Est-ce que c'est assez négatif pour qu'on revienne à une double assemblée? Donc ça, c'est un premier élément qu'il faudrait approfondir avec tous les élus et sur rapport d'un certain nombre d'élus locaux, mais aussi peut-être d'organismes d'audit qui soient indépendants et qui puissent faire un apport de méthode intéressant pour nous tous. Je prends un exemple, celui des effectifs. Quand avant la mise en place de la collectivité territoriale, on additionnait les effectifs du département et de la région. On arrivait à un certain montant, de l'ordre, sauf erreur de ma part, de 3 500 à 4 000, en additionnant les effectifs des deux collectivités. Aujourd'hui, nous sommes à 6 000, si on prend la CTM et un certain nombre de satellites qui sont autour de la CTM. On entend dire par les dirigeants de la CTM qu'il y a des dizaines, peut-être beaucoup plus que des dizaines, d'agents de la collectivité territoriale, le chiffre de 80 a été mentionné, qui, de chez eux, perçoivent leur salaire sans se rendre sur place. Nous savons tous qu'il y a le télétravail et que certains agents peuvent parfaitement rester chez eux et travailler. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des agents qui sont chez eux et qui ne travaillent pas. Est-ce que vous avez entendu parler de sanctions vis-à-vis de ces agents-là ou bien de leurs supérieurs hiérarchiques? Dans une entreprise privée, ça ne peut pas fonctionner, une affaire comme celle-là. Mais dans une administration, ça fonctionne. Et nous savons que la Martinique est recordman, entre guillemets, de France en termes d'employés dans les municipalités. C'est ici que par rapport à un nombre d'habitants donné, il y a le plus d'employés de mairie. Avec toujours le même problème, un détachement total entre les moyens mis en place et les résultats obtenus. Imaginez que dans un match de football, il y ait deux équipes de 11 personnes, que dans l'une des équipes, les 11 personnes aient le même type de gestion, le même type de traitement, le même type de salaire, et soient payés en fonction des résultats obtenus. Vous aurez probablement une motivation assez forte si les 11 joueurs sont payés en fonction des résultats obtenus, de l'entraînement qu'ils suivent ou ne suivent pas, etc., etc. Et si dans l'autre équipe de 11 personnes, vous avez 5 personnes qui sont payées en fonction de leurs efforts, du nombre de kilomètres qu'ils font sur le terrain et des résultats obtenus, et puis 6 personnes qui sont sûres de toucher leur salaire à la fin du mois ou à la fin du trimestre, quels que soient les résultats obtenus, quel que soit le nombre de kilomètres, quels que soient les efforts qu'ils font, quels que soient les entraînements auxquels ils participent ou pas. Eh bien, vous avez là une schématisation, évidemment, schématisation, c'est-à-dire un peu sommaire et discutable, mais tout de même, qui a un fond de vérité, une schématisation de la situation de l'organisation de la France et de la Martinique. Vous avez deux statuts différents. Vous avez un secteur public qui gère, il faut toujours se rappeler cela, près de 60% du produit intérieur brut, qui n'a aucune obligation de résultat, et vous avez un secteur privé qui représente 40% du produit intérieur brut et qui joue sa vie et sa durée quasiment tous les jours. Autant il y a des grandes entreprises qui savent sur des années combien elles vont gagner, mais au prix d'une attention permanente. Autant vous avez beaucoup de petites entreprises, de petits commerces qui ne savent pas le matin combien ils vont gagner le soir. Est-ce que cela est acceptable? Cela n'est pas acceptable. Donc, il faut, si on fait un congrès, puisqu'un congrès il y a,
Et dépassant le problème des compétences supplémentaires, il faut aller vers une évaluation des résultats qui ont été obtenus par la CTM depuis qu'elle est en place. Je parle notamment des délais de paiement des entreprises, de la responsabilisation, des effectifs, et puis aussi de l'abandon si important des associations. Nous avons la chance à la Martinique d'avoir un corps d'associations extrêmement nombreux et extrêmement dévoués, et ces associations sont quasiment assassinées par les délais d'aide, de déblocage des aides qui sont promises soit par les mairies, soit par les intercommunalités, soit par la CTM. Il y a là, évidemment, un problème. Et quel pourrait être, à part ce bilan de l'existence de la CTM, que nous demandent d'ailleurs nos amis guyanais, que nous demandent nos amis guadeloupéens, que nous demandent nos amis réunionnais. À La Réunion, ils ont également une collectivité territoriale de la Guyane, mais ils veulent pouvoir comparer les résultats qu'ils obtiennent aux résultats que nous obtenons en Martinique. Et en Guadeloupe, ils n'ont pas de collectivité unique. À La Réunion, ils n'ont pas de collectivité unique. Et d'ailleurs, les élus réunionnais insistent assez lourdement sur le fait que ça ne les intéresse pas d'avoir une collectivité territoriale unique pour La Réunion. Ça, c'est une discussion qui pourrait être menée. Alors, donc, ce bilan est un bilan nécessaire. Et vous avez observé que dans le monde politique, on n'aime pas faire les bilans. Dans une entreprise, on ne peut pas fonctionner sans faire chaque année un bilan. Autrement, vous ne savez pas où vous allez. Or, le monde politique gère 60% du produit intérieur brut, mais les bilans sont très rares. Pourquoi ? Pourquoi les bilans sont-ils si rares dans le monde politique, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des régions, des départements, des communes, etc. Et même au niveau de l'État, on devrait aller faire le bilan d'organismes très importants. Je prends l'exemple de la Cour des comptes, qui est chargée de contrôler les comptes et qui, sur beaucoup d'affaires, a des interventions de type politique qui ne sont pas exactement de sa compétence. Et quand la Cour des comptes déclare qu'elle va s'occuper des chômeurs et des retraités, je rappelle que la fonction de la Cour des comptes est de juger les comptes, mais pas de juger les comptables, même pas de juger les comptables, mais pas de juger les chômeurs ou les retraités. Ça relève du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais ce qu'on constate, c'est que la partie contrôle de l'action d'exécution, de l'action de l'exécutif, qui relève de la compétence des parlementaires, cette partie contrôle est assez négligée. Il y a des commissions d'enquête, il y a des commissions de recherche, tout ce qu'on veut, mais le contrôle de l'action de l'exécutif par le législatif n'est pas très poussé. Il y a quelques années, un rapport parlementaire fait par une commission présidée par M. Perruchot avait conclu un constat extrêmement intéressant, mais qui a conduit le président d'alors de l'Assemblée nationale à ne pas rendre public le rapport. C'était un rapport sur les aides apportées par l'État aux syndicats. Vous savez qu'en France, il y a fort peu de personnes syndiquées, que les cotisations syndicales sont fort peu importantes et que l'État aide beaucoup les syndicats. Et le montant total des aides, à l'époque, c'est un rapport qui remonte à peut-être une quinzaine d'années déjà. À l'époque, ce rapport évaluait à 4 milliards d'euros par an les aides apportées par l'État aux syndicats. 4 milliards d'euros par an. Ce n'est pas rien. C'est plus de 3 fois le budget de la CTM à la Martinique. Donc il y a un problème d'utilisation des compétences de l'Assemblée nationale pour voir à quoi sont utilisés vos impôts. Alors, s'agissant de cette fonction de contrôle, il y a lieu de progresser par rapport à la situation actuelle.
Alors revenons à ce à quoi pourrait servir le congrès actuellement programmé en Martinique. Donc d'une part, il doit pouvoir servir un bilan, mais il doit pouvoir servir aussi à ce que nous sommes incapables de faire depuis plus de 40 ans, élaborer les grands axes du projet de développement de la Martinique, projet de développement de l'agriculture, de l'industrie, de la pêche, des transports, de l'organisation de l'eau. Le fait qu'il y ait à la Martinique quatre organismes, il y a 3 intercommunalités, mais il y a 4 organismes qui s'occupent de la distribution de l'eau. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que dans une Martinique qui prétend se développer, il y ait un seul organisme qui s'occupe de l'eau, et c'est un organisme qui pourrait très bien être géré par des Martiniquais eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas une des choses à organiser le plus tôt possible? Un ancien préfet s'était beaucoup impliqué sur ce problème et était arrivé à faire accoucher par nos élus d'un projet d'unification. Le président était d'ailleurs déjà pressenti. Et puis, sitôt après le départ de ce préfet, eh bien, les mauvaises habitudes ont repris le dessus. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez la SOR, vous avez la SME, vous avez Odyssey qui s'occupent de distribution de l'eau et que ça fait quand même beaucoup, avec des tarifs qui sont différents. Est-ce qu'une organisation unique de l'eau dans un territoire de 350 000 habitants n'est pas quelque chose d'important? Et puis, dernière dimension de cet éventuel projet de développement pour la Martinique, savoir la place que nous réservons à la consommation, c'est-à-dire à l'avoir, à la possession de biens de consommation pour une personne ou bien pour une famille. Donc, est-ce que c'est ça, dans l'avenir de la Martinique, qui est prioritaire, ou bien est-ce que la priorité n'est pas de donner la première place à l'être, c'est-à-dire un projet humaniste qui permette à chacun de s'exprimer, de s'épanouir, avec, je dirais, une certaine frugalité dans la consommation. Ne pas être tout le temps en train de vouloir dépenser, acheter, dépenser, en faisant une fixation sur ceux à qui nous achetons et à qui nous ne sommes pas obligés d'acheter, je dois le dire. Alors, est-ce qu'une réflexion nouvelle, qui n'existe pas suffisamment dans les grandes démocraties contemporaines, sur la place de l'avoir, on a toujours besoin d'avoir un minimum de choses, mais sur la place de l'être, l'être doit être priorisé sur l'avoir. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion là très fructueuse et très urgente à mener qui devrait conclure tout de même à une place plus importante de l'être que l'avoir? Disons que l'avoir doit être non prioritaire par rapport à l'être. Voici quelques pistes. Je ne prétends pas du tout qu'elles soient les seules, ni qu'elles soient les meilleures, mais je me permets de vous les proposer pour que vous réfléchissiez vous-même et qu'à l'occasion des élections qui vont se faire, l'année prochaine pour les municipales, l'année d'après pour les présidentielles, la CTM, etc., eh bien nos élus sachent que vous avez autre chose en tête que le prix de la bouteille de champagne dans l'hypermarché qui est le plus proche de votre domicile. Évidemment, je ne dis pas que ce soit le cas pour tous les Martiniquais, mais c'est tout de même une préoccupation. Nous allons voir à la fin de l'année, décembre se profile, combien est dépensé dans les hypermarchés, même si nous vilipendons les propriétaires de ces hypermarchés. Je rappelle qu'en Martinique, il y a plus de 700 points de vente. Donc, ils ne sont pas tous entre les mains des mêmes. Merci de votre écoute, et à un autre soleil.